Je vous interromps parce que l'information vient de tomber. Marine Le Pen reconnue coupable, condamnée donc à 1 an de prison ferme avec bracelet électronique. Voilà, cette décision, on l'attendait plutôt plus tard dans l'après-midi, peut-être même dans la soirée. Elle vient d'être annoncée, histoire de ne pas faire durer le suspense Il n'y a pas toutes les peines complémentaires encore. Il n'y a pas toutes les peines complémentaires. En tous les cas, ce qu'on peut d'ores et déjà affirmer sans trop de doute, c'est que l'avenir de Marine Le Pen dans cette campagne présidentielle est déjà écrit, Sébastien Ligné. Si Marine Le Pen suit sa logique et qu'on sait, c'est-à-dire qu'elle refuse de faire campagne avec un bracelet électronique, normalement, elle doit se retirer. Pour l'instant, puisqu'on n'a pas les fameuses peines complémentaires, dont l'inéligibilité, qui est une peine complémentaire, mais qui, dans ce cas-là, est une peine quasiment plus importante en ce qui concerne la politique française, ça sera annoncé normalement dans un second temps. Mais pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que la présidente du tribunal suit les réquisitions en appel, qui demandait aussi 1 an ferme ce bracelet électronique. Donc pour l'instant, pas de surprise. Xenia Fedorova, c'est très intéressant. Enfin, ce qu'on est en train évidemment de vivre, c'est même inédit. Vous le disiez tout à l'heure, que ce jugement est inédit et que au regard des autres pays du monde, à l'international, aujourd'hui 15 mois d'inéligibilité, c'est ce qui semble 15 mois d'inéligibilité apparemment. C'est ce qui semble être décidé. Et évidemment que cette décision, elle va avoir des conséquences et qu'au regard des autres pays aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui interroge. Oui, je pense que cette situation va rester dans les mémoires comme une façon d'influencer les résultats des élections. Parce que, évidemment, on peut parler de culpabilité de Marine Le Pen, mais elle est empêchée de participer dans les élections. Moi, je ne suis pas un spécialiste de politique intérieure, mais de vue d'une étrangère et de l'extérieur, évidemment que ça sera beaucoup discuté un peu partout. On a déjà les signes un peu en Union européenne, comment, quand les élections ne vont pas dans les bons sens, par exemple, si on parle des Roumanie, comment ça peut être, comment un candidat peut être empêché de continuer et participer dans les élections et même élu. Donc je pense que ça, c'est un autre nouveau chapitre dans la façon de cette guerre affaire, de pouvoir, en fait. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a le fond de l'affaire, évidemment. Il y a le fond de l'affaire qui est évidemment ce procès en appel des assistants parlementaires du Front National. Mais derrière, il y a la décision aujourd'hui et le fait que, qu'on le veuille ou non, cette décision, elle est forcément profondément politique, Arnaud Benedetti, aujourd'hui, de par les conséquences qu'elle va avoir. Elle a évidemment des conséquences politiques, puisqu'elle risque d'empêcher Marine Le Pen d'être candidate. C'est pour ça que ce sera très important de l'entendre ce soir. Je précise juste, Arnaud, juste avant de vous redonner la parole, qu'on confirme ce que vous disiez à l'instant. 15 mois ferme d'inéligibilité, concernant Marine Le Pen. 15 mois d'inéligibilité, ce qui est évidemment en dessous de ce qui, je veux dire, de ce qui avait... éligible. Elle est potentiellement éligible. Il y a le bracelet électronique. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est en effet la question du bracelet électronique. Et comme le disait très justement Sébastien, c'est que jusqu'à présent, en tout cas, elle avait toujours dit que si elle était condamnée à devoir, faire campagne avec un bracelet électronique, elle s'y refuserait. Donc, on va voir ce qu'elle va dire ce soir. Est-ce que ça va évoluer ? Parce qu'on imagine que vraisemblablement, elle va se pourvoir en cassation. La question du pourvoi en cassation est extrêmement importante parce que, en principe, la Cour de cassation a dit qu'elle rendrait sa décision en début d'année 2027. Donc c'est vrai que quand même, malgré tout, au vu de ce qui a été, en tout cas, de la condamnation pour l'instant, telle qu'elle apparaît, ça semble entraver fortement Marine Le Pen. Arnaud, mais les 15 il y a quand même manifestement encore des zones d'incertitude qui demeurent à ce stade. Les 15 mois, ils démarrent quand ? Ils ont démarré déjà il y a 1 an ou est-ce qu'ils démarrent à partir de maintenant ? Ils ont déjà démarré il y a 1 an, puisque je vous rappelle qu'il y avait l'exécution. Il y avait l'exécution. Il y a plus d'1 an d'ailleurs, même maintenant. L'exécution. Il y avait l'exécution provisoire. C'était en mars 2025. Donc, en l'occurrence, ça compte évidemment dans le processus d'inéligibilité. Donc, ce qu'on peut comprendre, juste, est-ce ça sera la dernière question parce qu'on va bientôt terminer, Sébastien Ligné. Juste, est-ce qu'on peut imaginer finalement que cette décision des juges de ne pas
empêcher Marine Le Pen d'aller à l'élection présidentielle à travers la peine d'inéligibilité, puisqu'ils le savent très bien. Elle peut se présenter, mais finalement, en la condamnant quand même à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique, est-ce qu'on peut dire finalement que les juges allègent d'une certaine façon leur conscience sur la question de l'inéligibilité? C'est en tout cas évidemment un message qui est envoyé, de dire on a compris que cette question de l'éligibilité et de l'élection présidentielle posait une question démocratique. Peut-être que l'avertissement du Conseil constitutionnel rendu l'année dernière, quelques jours avant la première instance, qui considérait qu'il fallait laisser le choix, la liberté des électeurs était importante à prendre en compte. Peut-être que ça a joué dans cette décision en appel. Maintenant, en effet, c'est une décision qui est un petit peu trouble, parce qu'en laissant cette peine de prison ferme d'1 an aménageable sous bracelet, la justice, c'est évidemment que ça pose aussi une question démocratique vue de la campagne présidentielle. Maintenant, il y a une question qui va être importante à suivre dans les prochaines heures, c'est est-ce que cette peine de prison avec bracelet peut être aménagée ou est-ce qu'elle va être appliquée tout de suite? Et dans ce cas-là, c'est la justice, la décision des juges en l'occurrence, c'est finalement d'envoyer un message, de dire nous n'empêchons pas Madame Le Pen d'être candidate. C'est ça le plus important. Emmanuel Macron est à Damas pour une visite historique, la première d'un chef d'État de l'Union européenne depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, au programme relance des relations économiques, reconstruction de la Syrie, dialogue politique. Ce matin, 2 explosions ont retenti près de l'hôtel Four Seasons dans le centre de Damas où le président français Emmanuel Macron a passé la nuit. Écoutez. Voilà, donc c'était un son effectivement très court. Je ne savais pas que c'était aussi court que ça. C'était le son de l'explosion. Toujours est-il que l'Élysée précise que le président français est sain et sauf. Évidemment, il y a eu un peu d'inquiétude autour de ça. On va écouter justement Emmanuel Macron qui a pris la parole tout à l'heure depuis Damas. L'histoire entre la Syrie et la France est une histoire de confiance qui est plus grande que nous. Nous avons été aux côtés du peuple syrien quand il a voulu son unité, sa liberté. Nous n'avons jamais dévié de cette voie, contrairement à beaucoup, y compris ces dernières années quand certains cédaient à d'autres sirènes. Et jusqu'au bout, nous avons été là et nous avons été dans les premiers à rouvrir quand il a fallu rouvrir, avec cette nouvelle ère qui commençait. Donc nous sommes des partenaires fiables, constants, prévisibles et qui avons, je crois, toujours été aux côtés des intérêts du peuple syrien, de son unité et aujourd'hui de sa volonté de retrouver la prospérité. C'est là où la France, où ces entreprises, ces investisseurs ici présents continueront de se trouver. Voilà, Emmanuel Macron depuis Damas. Ksenia Fedorova, la France dispose-t-elle selon vous encore d'une réelle capacité d'influence en Syrie et puis d'une manière plus globale dans cette région du monde? Ouais, il est clair que Emmanuel Macron fait cette visite pour un peu montrer la normalisation des relations entre la France et la Syrie. Il parle des intérêts économiques, la reconstruction, sauf que ce qu'on voit aujourd'hui, que la pays est quand même toujours très déstabilisée avec ces explosions. Je ne pense pas qu'ils sont visés Emmanuel Macron, mais quand même c'est produit quand un dirigeant français se trouve dans les pays. Dans l'hôtel dans lequel Emmanuel Macron passait la nuit. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'en fait le président actuel ne contrôle pas complètement la situation de sécurité dans son propre capitale, qu'il y a toujours les anciens djihadistes, peut-être les restes d'anciens régimes. Mais il ne faut pas oublier aussi qui est Joulani. Ce qui est plus étonnant, je pense que pour tout le monde, c'est que c'est l'ancien djihadiste qui était même cherché par les CIA à l'époque. Aujourd'hui, porte un costume et se présente comme un président, mais en fait, ça ne change pas le fond. Et cette volonté d'Emmanuel Macron de normaliser cette situation et de montrer que maintenant c'est un nouveau chapitre, ça m'étonne quand même parce que je pense que la situation et les gens ne changent pas et éventuellement les intérêts que la France cherche aujourd'hui en Syrie, sauf les intérêts économiques, ça reste un peu quand même pas très clair pour moi. Je pense que cet alignement au Joulani est assez étrange à mon avis. Arnaud Benedetti, quel est votre point de vue? Quel regard porter sur cette visite d'Emmanuel Macron en Syrie? On nous dit que c'est une visite qui marque un véritable tournant dans les relations entre Paris et Damas. Oui, puisqu'il n'y avait plus de relations, il faut s'en souvenir, avec Damas. Et en l'occurrence, je crois que ça fait 18 ans qu'un chef d'État français ne s'était pas rendu en Syrie. Donc en effet, c'est une première. Il faut quand même rappeler qu'on avait reçu le leader syrien il y a quelque temps à Paris, et que déjà cette réception
en grande pompe, d'une certaine manière, avait suscité pas mal de controverses et de polémiques. Vous l'avez parfaitement dit, c'est un pays qui reste profondément déstabilisé et la personnalité aujourd'hui du chef d'État syrien, au regard quand même de son parcours et de sa trajectoire, ne manque pas d'interroger pour toutes les raisons que l'on sait. Je rappelle quand même que le sort des minorités en Syrie n'est pas forcément enviable, hein, que vous soyez alaouite ou que vous soyez chrétien, de vastes inquiétudes aujourd'hui planent sur le sort qui est réservé aux minorités. Quel est le calendrier, quel est l'agenda du président syrien également? S'agit-il d'un agenda qui est finalement proche de son ancienne activité en tant que l'un des responsables du Front Al-Nosra, ou est-ce que c'est un agenda qui vise finalement à acculturer, disons, un islamisme aux couleurs d'une forme de démocratie? C'est quand même, les questions sont nombreuses et beaucoup de critiques sont émises aujourd'hui sur cette visite du président français en Syrie. Concernant ces critiques, est-ce que finalement, Sébastien Ligné, en renouant avec Damas, la France ne prend-elle pas le risque de privilégier les intérêts économiques au détriment de certains principes qu'elle défend d'ailleurs depuis le début du conflit en Syrie? Bon, j'entends l'argument qui consiste à dire que sur le terrain diplomatique, la morale n'a pas forcément sa place et qu'il faut discuter avec tout le monde. Bon, un argument qui s'entend. Mais enfin, malgré tout... Y compris là, en ce qui concerne l'ancien terroriste. Malgré tout, vous envoyez quand même des signaux. Quand vous recevez M. Al-Shara à Paris pour une de ses premières visites en Europe, quand vous allez ensuite, un an plus tard, à Damas, en personne, vous participez malgré tout à légitimer un régime qui n'a pas été élu, premier point, un régime qui est tenu par un ancien djihadiste. Alors j'entends l'argument qui consiste à dire que c'est un djihadiste en costume et que c'est un djihadiste repenti, mais c'est un djihadiste quand même. Et ça, vous légitimez ce gouvernement-là.